Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour toujours ce moment très fort du festival de cinéma, c'est-à-dire la leçon de cinéma, ou peut-être plutôt dire la leçon d'actrice aujourd'hui, puisque c'est quand même la toute première. Nous avons eu des actrices, mais elles étaient aussi réalisatrices. Cette fois, c'est vraiment une actrice que nous accueillons, et je tiens à remercier vraiment chaleureusement Dominique Blanc d'avoir accepté notre invitation. Voilà, ça fait longtemps qu'on souhaitait l'accueillir. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour vous de revisiter sa filmographie, puisqu'on propose également 6 films. Demain, il y aura plusieurs films, il y aura une rencontre. À 16h, vous pourrez, je ne sais pas si vous connaissez son livre, Chantier-Jeu, mais il y aura une séance de signature. Voilà. C'est demain à 16h au village du festival. Il reste encore quelques places pour Faut-il aimer Mathilde à 14h, je sais qu'elle souhaite présenter. Oui, donc oui. N'hésitez pas, c'est un très beau film qui a été tourné en plus dans la région. Et puis, que vous dire aussi que je suis très heureux que pour la 2e année que ça soit un partenariat avec, avec Télérama. Voilà. Guillemette Odissino qui va animer cette année la rencontre. C'est vraiment pour nous voilà, un long partenariat avec Télérama, mais qui prend vraiment son sens concret à travers cette leçon d'actrice. Voilà. Je vous laisse la parole. Je veux bien le micro. Madame Dominique Blanc, Madame Guillemette Odissino, Madame Nadia Paschetto, Monsieur Éric Millot, cher public, toujours aussi fidèle pour assister en ces murs à la traditionnelle et surtout très attendue leçon de cinéma, et aujourd'hui leçon d'actrice, comme on vient de le dire, au nom de l'université, de son président et du service culturel, et en tant que chargé de mission à la culture, je vous souhaite la bienvenue à l'Université d'Artois. Merci. Merci. Madame Dominique Blanc, nous sommes très certainement nombreux à ne pas vous rencontrer pour la première fois en chair et en os. En effet, et c'est pourquoi on ne sait pas par où commencer pour vous présenter, vous apparaissez non seulement sur les écrans, j'ai compté près de 50 films, dont parfois plusieurs en une seule année, en laissant de côté les courts-métrages, les téléfilms et les séries, mais vous êtes aussi très présente sur les planches. Vous avez commencé avec Chéreau, dans Peer Gynt, d'Ibsen, et c'est encore dans une mise en scène de Chéreau de la douleur de Duras que vous êtes apparue l'année dernière, comme il y a 10 ans, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, pour le plus grand bonheur de ceux et de celles qui ont eu le plaisir de vous y applaudir les 2 fois. Et entre les deux, il y a eu plus de 30 pièces. Une chose est sûre, c'est que pour vous, théâtre et cinéma ne s'excluent pas l'un l'autre dans une carrière d'actrice. Au contraire, dans votre parcours, on a l'impression que des liens permanents se tissent entre ces 2 arts. Tout d'abord, il y a la constante Patrice Chéreau, au cinéma et au théâtre, puisqu'il vous a aussi mise en scène dans ses films La Reine Margot et Ceux qui m'aiment prendront le train. Ensuite, c'est votre jeu au théâtre qui vous a en quelque sorte engagé dans la grande aventure du 7e art. En effet, votre prestation sur scène dans Terre étrangère de Luc Bondy en 1984, où Michel Piccoli vous donnait la réplique, a attiré l'attention du jeune réalisateur Régis Varnier. Il vous a ainsi donné votre premier grand rôle au cinéma, celui de Sylvia, jeune femme alcoolique dans La femme de ma vie. Et vous avez retrouvé le même Michel Piccoli pour le film Milou en mai de Louis Malle, qui était lui aussi venu vous voir jouer au théâtre avant de vous donner le rôle de Claire. Tout aussi bien sur les planches que sur les écrans, vous avez pu incarner des personnages passionnants par leur complexité, à la fois durs et fragiles, alliant force et vulnérabilité. Des femmes ravagées par l'amour, puis par la jalousie, victimes, mais aussi violentes,
voire criminelle, comme au théâtre Phèdre, mise en scène par Chéreau également, ou Anne-Marie, dans le film L'Autre, de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, d'après Annie Ernaux. Des femmes en proie à un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment, je cite Duras, mais résistant, encore et toujours, comme celle qui espère, envers et contre tout, le retour de son mari des camps dans la douleur, ou bien la gouvernante face au deuil, à l'amour et aussi à la haine d'un enfant, dans Je suis le seigneur du château, de Régis Varnier, encore une fois. Des femmes qui conquièrent leur liberté au risque de choquer les bien-pensants, comme Nora dans La maison de poupée d'Ibsen ou Hélène dans Stand-by de Roch Stefánik. Mais il ne faut pas vous imaginer seulement en grande tragédienne, ce que vous êtes souvent ô combien et pour notre plus grande joie de spectateur, car quand on vous écoute, en dehors de la scène ou des films, ce sont d'autres facettes de vous qui apparaissent. Tout d'abord, on est bien sûr sous le charme de votre voix si particulière, de votre élocution impeccable lorsque vous vous entretenez avec les journalistes. C'est le professeur de langue française qui exprime son avis ici, mais aussi votre rire magnifique, et j'espère bien que nous aurons le plaisir de l'entendre durant cet entretien. Il y a aussi votre ténacité face aux difficultés. Je pense à vos débuts dans la carrière théâtrale. Et c'est important pour le jeune public qui est ici présent parmi nous de savoir qu'il faut se battre pour ce qu'on aime, tout en sachant saisir sa chance. Cette chance dont vous dites qu'elle s'est présentée à vous à plusieurs reprises, ce qui rend optimiste. Et puis, il y a encore votre grande curiosité et votre désir d'aller au fond des choses. Vous n'avez pas hésité à fréquenter les alcooliques anonymes pour préparer votre rôle dans La femme de ma vie, ou le cabinet et la salle d'attente d'un médecin généraliste qui consacrait sa vie professionnelle aux toxicomanes du quartier Barbès à Paris pour votre rôle, et alors là, c'est le problème de la page qui ne veut pas venir, votre rôle d'héroïnomane dans le dernier volet de la trilogie de Lucas Belvaux Après la vie. Et pour conclure sur une note plus légère, vous avez aussi pris longtemps des cours de chant qui ont fait de vous, le temps d'une séquence de film, une chanteuse de fado chez James Ivory, ou de bastringue dans Indochine de Régis Varnier toujours. Vous ne nous interpréterez sans doute pas La môme caoutchouc, et on peut le regretter, mais vous nous communiquerez, à n'en pas douter, cette joie intérieure dont vous dites qu'elle est la vôtre lorsque vous chantez. Nous sommes donc désormais tout oui, et un grand merci encore pour votre présence ici. Ça, c'est le prof de français qui reprend le... Alors, Dominique Blanc, bonjour. Bonjour, Guillemette Dicino. Effectivement, c'est vraiment... on est tous à la fois ravis et il y a quelque chose même de l'ordre de la fierté de vous rencontrer. On sait qu'on rencontre une interprète hors du commun. Alors justement, pour attaquer dans le sujet brutalement, comment la petite Dominique, fille d'une famille quand même nombreuse, avec pas mal de frères et sœurs et tout, à quel moment vient cette étincelle du jeu, de cette envie d'incarner? Parce qu'on a du mal à imaginer, en vous ayant vu jouer, qu'il n'y ait pas quelque chose d'ardent qui vous est mené là. Alors je crois que le tout début de la flamme, ça devait être quand j'avais une dizaine d'années. On devait travailler des pièces de Molière et j'avais décidé de mettre en scène des copines
À l'époque, j'étais metteuse en scène. Je pense que c'était un bon choix. Et donc, je les avais mis en scène dans Les Précieuses Ridicules. Donc, il y avait eu ce tout petit éclair. Et puis ensuite, j'ai pris des cours d'art dramatique avec une femme absolument incroyable qui s'appelait Janine Berdin, qui a disparu cette année à l'âge de 100 ans. Et avec elle, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment que quand j'étais sur le plateau, je devenais quelqu'un d'autre. Enfin, j'étais tellement plus heureuse sur le plateau que dans la vie. Donc il y a tout une espèce d'univers comme ça qui s'est ouvert, comme un grand horizon dégagé, on va dire. Et puis ça m'a paru tellement fort, tellement incroyable, que donc je suis rentrée chez mes parents pour leur expliquer que je trouvais ça extraordinaire, que je voulais arrêter mes études et faire le conservatoire de Lyon au plus vite. Ce à quoi mon père a répondu, si c'est ton envie, tu peux prendre la porte tout de suite. Bon, ça c'était... Bon, je devais avoir 15-16 ans, c'était un peu violent. Pour prendre la porte l'hiver, la nuit, comme ça, sans connaître personne. J'ai réfléchi, je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc, j'ai pas fait. En fait, je suis partie sur une toute autre voie. Hein, architecture. Architecture, voilà. Je suis partie sur l'architecture parce que j'étais très tentée par la psychiatrie, parce que je crois que la souffrance, la douleur psychique, est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et du fait des métiers de mes parents probablement. Et donc j'avais trouvé à Salt Lake City Bruno Bettelheim qui soignait des enfants autistes par l'architecture. Et donc je m'étais dit je vais faire architecture et ça sera pas psychiatrie mais ça sera architecture et psychiatrie. Et puis non, rien ne s'est fait comme ça. Je me suis retrouvée en première année d'architecture, ça a été assez triste. Parce que c'était un bâtiment préfabriqué, il n'y avait pas de sous, il y avait une centaine d'étudiants, devait être 8 ou 9 filles, 2 étudiants noirs, et on avait des professeurs qui étaient à la fois très misogynes et très sexistes, donc c'était pas une atmosphère terrible. Et donc à un moment, on a décidé de prendre en otage le directeur de la faculté. Pour faire bouger les choses. Vous avez devant vous une preneuse d'otages quand même. Et donc, on s'est regroupés, on était 7, c'était un grand groupe, et on est rentré dans le préfabriqué du directeur, dans son tout petit bureau, et on lui a dit, voilà, on vous prend en otage. Il a eu l'air quand même assez interloqué. On a refermé la porte, on a bu toute la bouteille de champagne qui était dans le frigo. Et puis alors après, évidemment, on savait plus quoi faire du directeur. Donc, en fin de journée, on lui a dit bon on va arrêter là la séquestration. Et puis on est reparti vers d'autres cieux. Et à ce moment-là, je me suis dit je vais monter à Paris, je vais aller dans une unité pédagogique, une faculté très féministe qui était l'UP7, je crois à l'époque, ou l'UP5, je sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon dossier d'étudiante n'est jamais arrivé à Paris. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon dossier s'est perdu. Donc, étant à Paris, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui te taraude depuis longtemps. Est-ce que tu n'essayerais pas de prendre des cours? Et donc, j'ai pris des cours... chez Charles Dulin, lui, il était plus là, mais ses compagnons étaient là. C'était pas formidable. Et puis, je suis allée dans le cours où tout le monde allait à cette époque-là, qui était un cours très connu, dans l'île Saint-Louis, qui était le cours Florent. Et là, avec François Florent, il y a eu une très, très, très belle rencontre. Voilà. Donc, il m'a repérée assez vite. Je raconte un peu le détail dans le livre. Il m'a dit puisque je suis allée au cours et puis je ne suis pas revenue pendant un certain temps. Il a téléphoné là où j'habitais. Il m'a dit je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas revenue. Je lui ai dit en fait mes parents sont pas d'accord, j'ai des problèmes d'argent, faudrait que je paye le cours, etc. Et il m'a dit aucun problème, tu vas revenir au cours et tu deviendras femme de ménage. Alors c'est ce que j'ai fait. J'étais très fière d'avoir les... Vous aviez les clés du cours Florent puisque vous étiez à la fois élève et femme de ménage. Exactement.
Donc c'était une grande responsabilité. C'était un cours où étaient passés Isabelle Adjani, Jacques Weber, Francis Huster, Jacques Spiesser. Enfin, c'était un cours très, très à la mode. Voilà. Et une fois femme de ménage. Je l'ai fait aussi, hein. Mais pas au cours Florent. Bon, j'étais rassurée. Donc je pouvais payer mes cours, tout allait bien. Mais c'était une bonne école parce qu'en fait, quand vous nettoyez les chiottes à la turque le matin et le soir et que vous voulez monter sur scène après pour jouer du Claudel, je peux vous dire que oui, c'est fort. C'est fort, oui. C'est une expérience qu'on n'oublie pas du tout. Voilà, et puis Florent, il comprenait pas pourquoi je ratais le conservatoire chaque année, et les autres écoles aussi, y compris l'école de la Rue Blanche. Alors l'école de la Rue Blanche, je vous le raconte parce que ça a été très très rapide. En fait, on devait préparer la reine dans Ruy Blas, donc la veille du concours, François convoquait toutes les jeunes femmes qui voulaient passer le conservatoire. On démarrait toutes de dos et la reine est cachée derrière un rideau. Elle se retourne et elle parle au ministre et elle dit « Merci, vous avez bien fait de leur parler ainsi. » Voilà. Et moi, à l'époque, j'avais pas de sous, donc on m'avait prêté une robe bleu marine en velours beaucoup trop grande et des chaussures qui étaient plutôt du 39 que du 37. Donc je pense que je devais ressembler à la femme de Popeye ou quelque chose comme ça. Mais bon, moi j'y croyais fort et je me disais, ça va marcher, c'est sûr. Donc je démarre de dos, je me retourne et je dis merci. Vous avez bien fait. Eh ben, je ne suis pas allée au bout de la phrase parce qu'ils m'ont dit merci. Et ça s'est arrêté là. Et je me suis dit, waouh, alors là, vraiment, c'est violent. Donc, au bout de tous ces échecs, et échecs des auditions, échecs des rendez-vous avec des professionnels, etc., je voyais bien que ça ne marchait pas. Donc, la dernière année, j'ai dit à François, écoutez, moi, je vais partir faire le tour du monde. Hein. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Puisqu'on veut pas de moi, je vais aller visiter le monde. Et là, il m'a dit, écoute, tu as tes scènes, passe la classe libre, c'est le premier tour, vas-y. Voilà. Et celui-là, je l'ai réussi. J'ai jamais compris pourquoi, mais je l'ai réussi. Obstination. Oui. Alors bon, évidemment, donc on est censé faire une classe d'actrices de cinéma, donc on va pas avoir le temps de beaucoup Bien développer sûr. le théâtre, mais tout de même, donc à vos débuts, à ces débuts-là, est-ce que c'est vraiment la scène qui est l'endroit, qui est le but? Quel est votre rapport à ce moment-là au désir de cinéma? Non, c'est la scène. Oui. C'est la scène parce qu'à Lyon, je vais beaucoup enfant au théâtre du 8e, au théâtre des Célestins, je vais beaucoup au TNP. Je vais au cinéma avec mes frères qui m'envoient, qui m'accompagnent voir des films de guerre, donc je comprends assez vite que les femmes dans le cinéma, il y en a pas beaucoup. Donc mes rêves vont être du côté du théâtre et je me dis, et si le cinéma arrive, ce sera miraculeux. Voilà, c'est ça la chose. Et alors, le petit problème, c'est que Oui. le premier miracle, entre guillemets, de cinéma, enfin que beaucoup d'actrices pourraient considérer comme un miracle, Oui. puisqu'il se nomme Jean-Luc Godard, Voilà. eh ben, c'est pas un miracle du tout. Ah non, c'est une catastrophe. En Est-ce que c'est l'une de vos premières... Ah oui. Oui, hein, c'est vraiment l'une de Oui. vos premières expériences de cinéma. Oui. Oui. J'ai fait un petit peu de figuration à la télé, je pense, un petit peu de figuration aussi au cinéma. Mais pour de vrai, en vrai, c'est le film Passion de Jean-Luc Godard. Oui. Alors, je suis choisie, c'est tout à fait inattendu, par la NPE de l'époque, parce qu'en fait, Godard fait un film sur des peintures, donc il cherche des figurants qui ressemblent à des peintures. Moi, on me dit que je suis sélectionnée pour jouer dans Le Bain turc, enfin pour figurer dans Le Bain turc, et puis La jeune fille à l'ombrelle de Goya. Voilà. J'ai un premier rendez-vous avec un assistant, un samedi matin dans les studios de Boulogne, qui me demande de me déshabiller complètement pour savoir si j'ai pas des taches ou des cicatrices ou des choses comme ça. À l'époque, je suis déjà assez méfiante. Donc, je viens avec mon grand frère qui mesure 1,95 m. Je dis que c'est mon fiancé.
Et l'assistant ne peut rien dire, évidemment, et donc il ne me touchera pas. Mais je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres projets en vue. Donc je suis prise pour le bain turc et je suis très très heureuse. C'est le tableau de Ingres. Là, si vous voyez le film, qui est un film magnifique, vous verrez, j'y suis toujours. C'est après que ça se gâte. Et donc je fais La jeune fille à l'ombrelle avec des costumes merveilleux qui sont faits par Christian Gasque, qui était un immense artiste. Et un jour, on vient me voir et l'assistant, toujours le même, me dit non, finalement, tu ne feras plus La jeune fille à l'ombrelle. Je dis ah bon, pourquoi? Parce que tu es blonde et Jean-Luc veut une brune. Alors mais j'ai essayé une perruque. Donc, je peux le faire. Oui, tu as essayé une perruque, mais lui, il a changé d'avis. Bon. Et moi, dans mon innocence totale, je vais voir Jean-Luc Godard, ignorant tout à fait que c'est quand même le grand pape du cinéma. Et je lui dis, ben, Jean-Luc, je viens te voir parce qu'on m'a dit que je faisais plus le film de La jeune fille à l'ombrelle. Déjà, il sourit, il s'amuse. Et il me dit, bah oui. Ah bah oui, mais moi j'ai une perruque et j'ai fait les essais et en fait, j'ai besoin d'argent, donc je voudrais vraiment... Et alors là, il me regarde et avec un air assez pervers, je dois dire, il me dit « Ah, tu veux le faire? D'accord. Eh bien, tu vas le faire. » Et alors là, je me retrouve le 31 décembre dans les studios de Boulogne où tout le monde était descendu pour voir le plateau, tous les gens des bureaux, etc. Et c'était un très beau plan que je vous raconte et qui a été tourné donc maintenant avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est un plan où il y a pratiquement tous les tableaux de Goya qui sont traversés par cette jeune fille à l'ombrelle. Voilà. Moi, j'ai quasiment jamais tourné, en fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que veut dire être dans le champ, ne pas être dans le champ, faire comme si, etc. Je débute vraiment. Donc, je suis avec ce costume magnifique et j'ai un petit chihuahua. Vous verrez sur le tableau, il y a un petit chihuahua qui me monte dessus et qui veut absolument me mordre le sein droit. Donc, j'essaye de jeter le chihuahua. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et à ce moment-là, je découvre à la caméra Raoul Coutard, qui est aussi un grand homme de caméra, qui est un homme qui parle pas, mais qui gueule, en fait, en permanence, et qui m'insulte parce que je suis toujours hors champ, dans le champ, etc. Et c'est vraiment un plan qui est tout à fait extraordinaire. Donc je traverse la famille royale, les fusillés, enfin tout ça. Mais comme je suis jamais dans l'image parce que je suis toujours hors champ, ils sont très énervés. Et donc il va passer sa journée, Godard, à m'insulter en fait, à me dire mais t'es nul, tu comprends vraiment rien à rien. Mais avance, putain, je t'ai dit d'avancer. Enfin il dit pas putain bien sûr, mais voilà, c'est l'idée quoi. À la fin de la journée... On a bien saisi l'idée, ouais. Oui, voilà. À la fin de la journée du 31 décembre 1981, j'enlève mes costumes et puis il passe pas loin, il me dit alors, ça te plaît le cinéma? Je lui dis non, je crois pas, non. Il me dit mais pourquoi ça te plaît pas? Je lui dis bah parce que comme ça, vous vous appelez Jean-Luc Godard, donc j'ai bien compris que vous étiez un grand monsieur du cinéma, mais c'est tellement facile d'insulter une figurante comme ça pendant 8 heures devant tout le monde. Je veux dire, c'est trop facile quoi. Alors il me regarde, il me dit mais tu es un peu paranoïaque, non? Je dis oui si vous voulez. Il me dit mais Hitler aussi était paranoïaque. Oula, j'ai dit attendez. Non, en fait, on va arrêter là. Je vous souhaite un bon réveillon. Et puis... Bonne année. Bonne année. J'arrête le cinéma, c'est sûr. Et le lendemain matin, j'ai un coup de téléphone du premier assistant, toujours le même, qui me téléphone et qui me dit « Ah, Dominique, écoute, je t'appelle parce que Jean-Luc veut absolument que tu viennes en Suisse. Tu lui plais beaucoup. Il va t'écrire un rôle. » Ah, j'ai dit « Non, non. » Non, vous êtes vraiment trop mignon, mais le cinéma, je crois que c'est pas du tout pour moi. On va arrêter là et bonne année 1982. Et donc tout s'est arrêté là. Et je me suis dit, je ferai plus jamais de cinéma. Mais il faudra penser un jour à ce qu'elle fasse un one-woman show aussi. Hein. Oui. Mais voyez le film, hein, il est très beau. Je ne sais pas si c'est possible de le voir. Pas rancunière, hein. Non, pas rancunière. C'est un très beau film sur la peinture. Et
curieusement, dans ce film, tournait aussi un homme que je vais rencontrer par la suite, qui était Michel Piccoli. Exactement. Voyez. Bah, on va évidemment parler de Michel Piccoli, mais alors on va faire la culbute, donc le cinéma plus jamais, plus jamais. Et puis finalement il y a quand même un certain Régis Varnier, qui arrive à vous convaincre. Alors comment il arrive à vous convaincre de revenir donc devant une caméra avec La femme de ma vie? Alors, lui, il ne connaît pas l'histoire Godard. Donc, il me voit au théâtre avec Michel Piccoli dans Terre étrangère. J'ai rendez-vous dans une production. Il pleut comme aujourd'hui. C'est dans le 16e arrondissement. C'est sinistre. Je franchis la porte et il me regarde et il me dit « Ah, trop jeune ». Alors, je dis « Bonjour ». Ah bon, je suis trop jeune. Il me dit oui, ça va pas du tout, vous êtes trop jeune, mais bon, vous avez traversé Paris, asseyez-vous, je vais vous raconter l'histoire du film. Donc je m'assieds et il me raconte ce scénario absolument magnifique de La femme de ma vie. Il parle pendant 1 heure. Il me racontera plus tard, et il dira aux médias plus tard aussi, qu'en 1 heure, j'étais devenue son personnage, ce que je ne pouvais vraiment pas deviner. En fait, il voyait donc effectivement une femme plus âgée. Il avait organisé des essais, et puis il a eu le coup de foudre, et il a décidé de me choisir pour le rôle de Sylvia, et l'histoire a commencé comme ça. Et alors, après on en parlera, mais c'est vrai que c'est aussi, tout de suite, dès le premier coup de foudre d'un cinéaste, il vous imagine quand même, effectivement, dans le rôle d'une femme en souffrance, alcoolique, dans l'addiction et tout. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va un peu, finalement, à un moment ou à un autre, vous poursuivre. Cette histoire de femme endolorie, quoi, toujours. Oui, puis suicidaire en plus. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a un problème d'imagination, toujours. Un problème d'imagination et je crois aussi de paresse, quelque part. C'est-à-dire que, mais ça n'est pas que dans le cinéma français, on vous demande souvent de reproduire une chose que vous avez déjà faite. Donc, faut juste prendre le temps qu'il se passe autre chose et qu'on vous propose autre chose. Mais j'ai lu pas mal d'interviews de comédiennes qui déploraient le même effet, aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Italie peut-être aussi. Je crois que c'est aussi la paresse des producteurs ou des réalisateurs, je sais pas, mais il y a quelque chose. Et alors, il y a quand même, on va bientôt arriver au premier extrait, mais dans les metteurs en scène que je n'estime pas trop paresseux, il y a un certain Claude Sautet, qui alors lui, pour le coup, vous propose le rôle de Georgette, dans Quelques jours avec moi, ou alors là, franchement, vous n'êtes pas suicidaire pour un sou, hein. Non. Vous êtes plutôt, ça c'est votre côté, c'est ça aussi qui ouvre ce côté de votre carrière qui est, disons, pour aller vite, gouailleur. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'adore les films de Claude Sautet. Je les aime toujours. Et j'ai une passion à l'époque qui existe encore pour Romy Schneider. Donc, la dame qui s'occupe du casting me dit, c'est pour jouer la sœur de Bonner. Il y a une scène dans un café, tu verras, elle est complètement bourrée. Je dis, bon, ça continue. Alors, je vais jouer les alcooliques. Bon, je me dis quand même, c'est Claude Sautet, quoi. Alors je rencontre le Claude Sautet dans un bureau sur les Champs-Élysées le vendredi, fin de journée, il doit être épuisé cet homme-là, et il commence à me raconter un peu le scénario. Et puis je lui dis que j'ai une passion pour Romy Schneider et que d'ailleurs j'ai fait de la figuration dans un film de Francis Giraud, je sais plus comment s'appelle ce film où elle joue la banquière. La banquière. Et à ce moment-là, cet homme qui était un immense artiste, qui était certainement amoureux aussi profondément de Romy Schneider, me l'a imité. Il a imité Romy Schneider dans le bureau et son rire avec sa tête en arrière. Et il était bouleversant, cet homme. Et je me suis dit, non, mais là, je peux pas dire non, là, je fonce. Donc, j'ai fait Georgette. Mais Georgette, bon, elle a beau boire des petits coups de trop, elle est quand même très, très positive. Ah oui, Georgette, elle aime la vie, ça c'est sûr. C'est un rôle très fantaisiste. Ah oui, il y a de la fantaisie, il y a du soleil, elle est drôle, elle aime faire rire. C'est un très beau souvenir, très très beau souvenir, avec des coups de gueule incroyables parce que Sautet est un colérique. Donc, il y a des grands coups de gueule où ils disputent l'équipe, ils disputent l'équipe technique, l'équipe artistique. Et puis, il y a 2 personnes qui ne touchera jamais. C'est Bonner et moi. Ah oui. Ouais. Il ne nous engueulera jamais. Ça, c'est merveilleux.
Alors ça, c'est en 1988. Oui. Donc Claude Sautet qui est vraiment, qui a, enfin, j'allais dire loupé la nouvelle vague, ou c'est la nouvelle vague qui l'a loupé, enfin Oui. on s'en fout, enfin en tout cas qui est en parallèle de la nouvelle vague. Et il y a quelqu'un d'autre, donc 2 ans après, qui est pas vraiment nouvelle vague non plus, enfin qui est comme ça un peu à côté, qui s'appelle Louis Malle, et qui va vous offrir un rôle incroyable dans un film qui s'appelle Milou en mai. Et là, ça y est, il y a le premier extrait. Ne vous énervez pas, les pieds sont morts. C'est quand même terrible de ne pas savoir ce qui se passe. Tu veux que je descende pour voir si je peux trouver le monde? T'as fini de tout foutre de ma gueule? Où j'ai mis l'aspirine? T'as pris tous les bijoux? Bah, évidemment, je les ai pris. Je n'allais pas les laisser là-bas. Moi aussi, j'ai pris le mien. Et tu as l'intention de les garder? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que par moments, j'ai l'impression que tu veux tout. Les meubles, les bijoux, l'argent. Les bijoux sont toujours en dehors du partage. C'est la règle. Les bijoux vont toujours aux filles. Ça, c'est vrai. Et ma mère était la seule fille, La seule petite fille. t'avais déjà piqué les mots avant que j'arrive. Et maintenant, tu veux rafler tout le reste. Vas-y, traite-moi de voleuse. Tu n'es pas l'héritière, je te l'ai déjà dit. C'est ton père qui hérite, pas toi. Grand-mère voulait que l'émeraude soit pour François. C'est pour ça qu'elle me l'a donné. J'ai 3 enfants, moi. Il faut que je pense à eux. Toi, t'as personne après toi. Les Gouines n'ont jamais d'enfants. Puis tiens, prends-les, les bijoux, puisque tu les veux. Claire. Mais fiche-moi la paix, toi. Oh, Camille, arrête. À vous, le camionneur, ne touchez pas. Alors vous aurez remarqué que donc, à vous le camionneur me touchez pas, c'est Bruno Carrette. Oh oui. Qui faisait partie donc des nuls. Et la dame qui dit moi aussi j'ai pris mes bijoux, c'est quand même Valérie Lemercier. Ah oui. Et le monsieur qui est derrière Miu Miu, c'est François Berléand. Oui, c'est François Berléand avec les des types. cheveux. Oui. Avec des cheveux. Pardon. On lui dira pas. Alors donc, est-ce que quand vous... Là, c'est votre premier rôle quasiment... Alors c'est un film choral, évidemment, Ouais. donc qui se passe au moment de mai 68 avec une famille bourgeoise bohème qui s'affole un brin quand même. C'est votre premier rôle quand même très important au cinéma, mais dans cette choralité absolument incroyable avec effectivement Michel Piccoli. Alors comment ça se passe de tourner comme ça avec autant de talent autour de soi, et Michel Piccoli que vous connaissez depuis quand même pas mal de temps à ce moment-là? Oui. Alors c'est comment dire, il y a Michel Duchossois aussi. Oui. En fait, c'est avec Louis Malle, c'est totalement merveilleux parce qu'il va décider de nous faire venir dans le Gers une semaine en amont, avec Renato Berta qui fait et la photo et le cadre, et on va répéter toutes les séquences. Donc au début, on est un petit peu intimidé, on n'ose pas. Et puis Michel Piccoli et Michel Duchossois sont 2 farceurs absolument extraordinaires, ce qui fait que l'ambiance se détend tout de suite. Nous, on sait plus ou moins notre texte et on sait avec Louis et avec Renato où sera la caméra. Voilà. C'est un tournage merveilleux. C'est un des plus beaux tournages que j'ai fait parce que tout est pratiqué et tout est construit sur place. On a loué une maison, la production a loué une maison. C'est une famille qui s'appelle les Deux Bons. Faut l'inventer. Et la cantine est juste à côté et le montage est juste à côté aussi.
C'est-à-dire qu'on peut voir les scènes que l'on a tournées, si on le souhaite, au montage avec Emmanuel Castro. Et c'est donc une atmosphère de travail très sérieuse, hein, parce qu'on rit beaucoup dans ce film. Mais évidemment, le comique, ça se travaille aussi beaucoup. Donc on répète énormément, mais il y a une ambiance qui est formidable, quoi. C'est une ambiance de colonie de vacances, en fait, parce qu'on est toujours tous ensemble. On se sépare jamais. Et alors, est-ce que je me trompe, mais c'est le premier film, ou la première fois à l'écran, qu'on voit vos seins? Oui. Vous vous dénudez dans ce film, oui, de manière très provocante à un moment. Oui. Vous vous dénudez. Oui. Alors, je l'ai fait parce que c'était Louis Malle. Et j'ai demandé, parce qu'étant extrêmement pudique, j'ai demandé la veille à Louis s'il y avait la possibilité d'être un peu tranquille pour tourner cette scène. Et Louis me dit, mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Donc il a tourné en fait le contre-champ avec tout le monde. Et puis ensuite, il a dit à tout le monde, bon, bah, vous allez manger à la cantine. Alors, Piccoli a dit, oh, bah, c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai, je vous jure, il l'a dit. Et Duchossois était très triste aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, je me suis retrouvée avec l'ingénieur du son, Jean-Claude Lheureux, un immense artiste lui aussi, Renato et Louis. C'est-à-dire que j'étais toute seule avec 3 mecs. Oui, c'est pas beaucoup plus. Mais c'était pire, finalement. Voilà, mais j'avais comme partenaire Bruno Carrette, qui était vraiment un partenaire et un comédien délicieux. Et il venait de Nice, je crois. Et à chaque prise, il me disait, ne t'inquiète pas, Anine, tu es belle, tu es belle. Et toute la journée s'est extrêmement bien passée. Alors, on va peut-être faire ce petit moment comme hommage à Michel Piccoli. C'est vraiment quelqu'un, que ce soit au théâtre ou au cinéma, il vous a beaucoup dirigé aussi. Il vous a dirigé dans 2 de ses films en tant que metteur en scène. Tout à fait. Pour vous, c'est l'une des personnes les plus importantes dans votre profession. Oui. Je ne sais même pas si avec Patrice, ce ne sont pas les 2 plus importantes personnes. Avec Patrice Chéreau. Oui. Voilà. Michel, je l'ai rencontré au théâtre avec Luc Bondy, donc retrouvé sur Milou en mai. Pour moi, c'était l'ami, le A majuscule. C'était quelqu'un qui ne se prenait absolument pas du tout au sérieux, jamais. C'était vraiment un grand farceur. Il a eu une carrière exceptionnelle, tant au théâtre qu'au cinéma. Et il était toujours un petit peu à la marge du métier. Et j'aimais son humour à la fois corrosif et féroce. Voilà, il m'appelait jamais Dominique, il m'appelait Blanc. Donc moi je l'appelais Piccoli aussi, bien sûr. Et il y avait une fois, on s'est trouvé au Festival de Cannes pour probablement la projection de La Plage Noire ou quelque chose comme ça. Et il y avait un journaliste qui avait envie d'entendre certaines choses et qui cherchait un peu, je sais pas quoi dire. Des ragots, enfin des... Un petit peu des ragots, voilà, des ragots d'oreiller, on va dire. Et à un moment, il a dit, mais Monsieur Piccoli, Dominique Blanc, c'est quoi pour vous? Il a dit, Blanc, c'est mon copain de régiment. Ça a coupé toutes les rumeurs. Non, mais c'était un immense artiste parce que il était toujours insatisfait de lui-même, il était extrêmement exigeant dans ses choix. Il a tourné des films comme La Grande Bouffe, comme Thème Rock, enfin des films extrêmement dérangeants. Je ne sais même pas si ces films seraient possibles aujourd'hui à fabriquer. Et je ne sais même pas s'il y aurait des acteurs qui accepteraient de prendre tous ces risques. Mais c'était un homme dangereux, quoi, dangereux dans tous les sens du terme. Et en amitié, c'était quelqu'un d'une extrême fidélité, vraiment, avec beaucoup de rigueur, d'excellence et jamais de complaisance, de mièvrerie, vous voyez, jamais de sauce et de choses comme ça. C'était toujours très plein et très intense, au théâtre comme au cinéma. On a un peu l'impression, quand vous parlez de lui, que vous faites un peu votre autoportrait. Allons bon, oui. Mais j'ai pas tourné Thème Rock. Oui, certes, certes. Mais cette notion d'exigence, parce que là, on est dans une leçon d'actrice, mais on vous entend dire qu'il a tourné des films finalement, enfin dangereux, ou en tout cas, il a pris des décisions de rôle très casse-gueule, que ce soit au théâtre, au cinéma. Mais est-ce que c'est aussi le théâtre et ces folies au théâtre qui l'ont aidé à faire des choses folles au cinéma? Et est-ce que c'est pas aussi votre cas? C'est-à-dire, quand on a incarné Phèdre,
on peut aller, enfin, on peut choisir des rôles de cinéma. Enfin, c'est même pas peur, quoi. Est-ce qu'il y a un côté même pas peur quand on a été formé par les grands rôles tragiques? Non. Non? Non, même pas peur, ça n'existe pas. La peur, elle est toujours là. Le trac est toujours là. Le jour où la peur disparaîtra, je fermerai la boutique. Ça n'aura plus aucun intérêt. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre des risques. Oui, c'est ça qui est intéressant au théâtre comme au cinéma. C'est ne pas reproduire, évidemment, ce que l'on vient de faire. Je crois que ça, c'est très important. Mais vous savez, notre métier est une chose très mystérieuse, vraiment. Puisque après la trilogie de Lucas Bellevaux et après Phèdre, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais sinon on peut en parler maintenant. Il n'y a vraiment eu plus aucune proposition pendant 2 ans. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, pour le coup. Et ça vous entraîne très loin et très profond, et vous avez l'impression que... pour dire les choses très franchement, que vous ne serez plus jamais capable de remonter sur un plateau, ni de théâtre, ni de cinéma, parce que la vie s'arrête. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune proposition dans aucun domaine. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait des choix trop dramatiques? Est-ce que j'ai joué trop longtemps? Est-ce que c'est parce que les films n'ont pas marché? Enfin, moi, je ne pouvais absolument pas du tout m'attendre à un silence pareil. Oui, parce que juste pour préciser, parce que là on reviendra à d'autres films avant, mais oui. C'est vrai que pour préciser, non, mais c'est de toute façon cette période c'est passionnant pour vous, mais pour préciser, c'est le moment où vous venez de jouer Phèdre pendant 5 mois, oui, sans interruption, ce qui en fait n'existe pas. Je ne pense pas que un quelconque acteur ou une quelconque actrice ait pu jouer, en plus un rôle aussi intense, aussi longtemps d'affilée. Non, ça ne s'est jamais fait. Ça n'existe pas. Hein. Vous êtes la seule au monde à avoir fait ça. Donc, jouer Phèdre dans la mise en scène de Chéreau, 5 mois. En plus, vous faites la trilogie de Lucas Bellevaux, qui est quand même loin d'être... Enfin, je veux dire, c'est très, très intense, très puissant. Et soudainement, donc, plus rien. Non. Mais est-ce que... Parce que quand on est, entre guillemets, absente... Enfin, quand on est trop présente au théâtre, mais absente des castings et autres, les gens vous oublient? Ou est-ce que... les gens se disent, vous êtes Phèdre ad vitam aeternam. Enfin, qu'est-ce qui se passe à votre avis, en tout cas? Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Oui, elle a fait Phèdre, donc au théâtre, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux, surtout? Et au cinéma, comme la trilogie, c'était pas non plus un grand succès public, on peut le dire. Je crois que les gens vous oublient aussi vite que ça. Oui. Je crois que ça se passe comme ça. Alors probablement que j'aurais dû anticiper, sortir beaucoup, demander beaucoup peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'est tombé dessus. Oui, parce que vous n'êtes pas On connaît certaines actrices, on le sait de la part de Catherine Deneuve, mais surtout même Isabelle Huppert s'en vante, de décrocher son téléphone, de dire voilà, j'ai repéré même un réalisateur de Hong Kong que j'adore, je l'appelle pour tourner avec lui. Vous n'êtes pas de cette... Non. Ça n'est pas mon caractère, et puis je pense que ce qui m'intéresse toujours, enfin ce que je privilégie toujours, c'est le désir des autres. Parce que je n'ai pas, par exemple, l'envie au théâtre d'être une énième Dame aux camélias, Médée, enfin une chose comme ça. J'ai envie qu'on vienne me proposer des choses que je ne pourrais même pas imaginer. Et au cinéma, c'est la même chose. Quand Sébastien Marnier vient me proposer, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre amie dans L'origine du mal, ce personnage totalement dingue, je me dis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse me proposer ça. Quand Arnaud Desplechin vient avec Angels in America et qui me propose 3 rôles d'hommes et 3 rôles de femmes, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire de pouvoir jouer un rabbin, un médecin, un général de l'armée soviétique, une femme qui est mormone, et puis Ethel Rosenberg, et ensuite un ange issu des cieux. Au fond, moi, c'est... Tout ça dans la même pièce. Hein. Oui, oui. C'est ce qui m'enthousiasme et me trouble le plus. Voilà. Mais probablement, Catherine et Isabelle ont raison. Probablement que j'aurais dû prendre le téléphone, oui.
Enfin bon, bref, chacun fait comme il sent. Alors, dans les rôles, puisque autrement on va même pas avoir le temps de tous les passer, Ah oui, ces oui, extraits, ce serait dommage. Dans les rôles surprenants, enfin j'imagine, je ne sais pas comment vous réagissez au moment où Régis Varnier vous dit que vous allez jouer une chanteuse de cabaret et que vous allez chanter la Môme Caoutchouc. Alors, l'extrait qu'on va voir d'Indochine, ce n'est pas la Môme Caoutchouc, mais en termes de bagou, ça se pose un peu là. Bao nhiêu người không đến làm? La manivelle! T'as renvoyé à cause d'un petit malaise, hein? C'est pas humain. Après des années à son service? Ah non, c'est pas humain. Pourras dire ce que tu veux. Non, pas de culot. Ça l'amuse d'humilier. Moi qui la croyais une amie. Mais tais-toi donc. Mais ce que j'ai à dire, je le dis. Elle l'emportera pas au paradis. Ça porte jamais chance, le manque d'amour. C'est la pire des maladies. Vous pouvez bien prendre vos grands airs. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas un qui vous aime ici. Même les arbres. S'ils étaient sincères, ils pousseraient pas. Je vous plains, madame, ça va pas être beau la suite de votre vie. Tout le monde vous quittera. Ça sent une odeur, le manque d'amour. Ça empêche de respirer. Au revoir, madame. Ah, on s'y trompe en vous regardant. C'est sûr, vous êtes belle. Je vais vous dire, c'est pas beau d'être si beau quand on n'a pas de beauté. Allez, monte, Raymond. Y a rien à faire ici. Ça sent. Révérence. Non mais là, révérence. C'est pas beau d'être beau, non, mais c'est magnifique. Alors, il y a vraiment quelque chose. Alors, comment vous avez travaillé ce rôle? Évidemment qu'on pense à Arletty, mais on peut penser aussi à des Paulette Carton. Enfin, on pense à Suzy Delair, à ces actrices des années 30, 40, pleines de bagou. Mais vous l'avez travaillé comme ça, vraiment, ou... Alors, en fait, c'est un rôle qui a été écrit pour moi, celui-là. Ce qui est une très grande... Enfin, je veux dire, c'est rare, c'est une très belle opportunité. Régis m'avait dit, je vais t'écrire un rôle dans Indochine. Je lui annonce que je suis enceinte, il ne change pas d'avis. Il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui auraient pu changer d'avis et dire, bon... Elle va m'embêter, j'en prends une autre. Et en fait, non, il a eu cette fidélité-là. Le rôle était extraordinairement bien écrit, comme vous l'entendez. Et ce que j'ai appris au moment de la sortie du film, ils étaient 4 scénaristes. Hein. Il y avait Régis Varnier, comment elle s'appelle? Bon, ça va pas me revenir maintenant. Louis Gardel, Sylvie Cohen et Éric Orsena. Et en fait, Éric Orsena s'était pris de passion pour Yvette Chevasson. Et je pense que c'est lui qui a écrit ces dialogues, mais qui sont des dialogues extraordinaires, franchement. C'est de l'or. C'est des répliques qui sont de l'or en barre, quoi. Et donc, c'était mon premier jour de tournage, là aussi. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que j'avais accouché 1 mois auparavant, et puis j'arrivais en Malaisie, j'arrivais en Malaisie sans mon enfant. Donc, je pleurais toute la journée, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Et je me retrouve sur le plateau avec cette scène travelling très compliquée à tourner, hein, avec un cactus, avec des gamins, et Hubert Saint-Macary qui était mon mari. Et puis Régis me dit, écoute, je mets en place le plan. Alors, je me dis, je vais rencontrer Catherine Deneuve. Je l'avais croisée dans l'hôtel la veille, mais j'étais évidemment extrêmement impressionnée. Et Régis me dit, on répète avec sa doublure. Bon, et je vois arriver la doublure, bon, qui était une femme, comment vous dire,
Bon, enfin, c'était une doublure, quoi. Alors, je répète, j'étais un peu troublée quand même. Et puis Régis me dit, bon, alors tu vois les déplacements, le départ de la voiture, les gamins, t'attrapes tout ça. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Alors, je comprends tout. Et puis, à ce moment-là, il me dit, ok, bon, on va chercher Catherine. Vous allez chercher Catherine? Et Catherine arrive. Alors là, qu'est-ce que je peux vous dire? J'entre dans l'histoire du cinéma français. Oh bah, je la croise à un restaurant la veille, je regarde son visage et tout défile. Les films de Jacques Demy, les films de François Truffaut, enfin tout, la carrière internationale, la beauté de la dame, enfin tout. Donc évidemment, je ne dis pas un mot. Mais là, il va falloir que je parle et je ne dis pas n'importe quoi non plus. Donc je ne l'ai pas vu au maquillage, je ne l'ai pas vu à la coiffure. Je me dis, est-ce que j'essaye un petit bonjour Catherine? C'est pas sûr qu'elle aime. Donc, je vais rester très concentrée dans mon personnage. Donc, elle me fait un signe de tête, comme ça, je me dis, bon, alors d'accord. Et je me lance, voilà. Et ce jour-là, Régis est extrêmement énervé pour des raisons que je ne connais pas. Donc, il est assez autoritaire, assez dur. Et on fait toute la séquence. Et à la fin de la journée, il m'explique que ça va bien, la séquence va fonctionner. Bon. Moi, je suis pas très contente. Donc, je vais voir l'ingénieur du son, Guillaume Siama, et je lui dis, je voudrais que tu m'envoies la scène. Je voudrais l'écouter, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Au son? Oui. Oui. Et Guillaume, que je connais, puisque j'ai fait avec lui La femme de ma vie, Le Seigneur du Château, Régis est très fidèle avec ses techniciens et avec ses acteurs. Donc, j'écoute au casque, et je dis, oui, si, il semble bien que ça fonctionne. Bon. Et puis je me déshabille et je me rends compte en fait que mes mains ont triplé de volume. Pourquoi? Parce que toutes les aiguilles de cactus sont rentrées dans la chair de mes doigts. Je n'ai absolument rien senti parce que j'étais complètement dans la séquence Yvette, les gamins, la voiture, Catherine Deneuve, etc. Je n'ai rien senti. Et à la fin de la journée, mes doigts ont doublé de volume. Donc c'est le médecin en Malaisie, là, le médecin indien, il y a beaucoup d'Indiens et de docteurs indiens en Malaisie, qui va me les enlever à la pince à épiler. Le soir, je suis absolument épuisée et je ne sais même plus ce que j'ai tourné. Et c'est vrai que c'est une scène qui est tellement bien écrite. Extraordinaire. Oui, enfin pas que bien écrite. Pas que bien écrite. Bien joué. Extrêmement bien tourné. Et puis quand la porte s'ouvre... bien joué aussi, hein, non? Oui, bien joué, oui. Et puis quand Catherine apparaît, ben voilà, quoi, je veux dire, c'est... Non, mais il y a un truc qui... Vous l'avez dit, que c'est un travelling extrêmement compliqué, effectivement, oui. Etc. Techniquement, mais, oui. Est-ce que je me trompe, mais on sent qu'il y a quand même chez vous aussi une espèce de liberté de mouvement, enfin en tout cas un sens du mouvement qui vient de la scène, là pour le coup. Ah ben, ça pourrait être une scène de théâtre, hein. Ces mouvements-là, je viens, je repars, j'attrape un gosse, j'attrape un cactus, mais il y a quelque chose pratiquement de la mise en scène de théâtre. On vous sent très à l'aise quand même dans ce mouvement-là, non? Oui. Ben, je suis très à l'aise aussi parce que Eliane, donc le personnage de Catherine Deneuve, c'est ma meilleure amie. Donc, moi, je suis petit colon avec Hubert Saint-Macary. On est des petits colons sans le sou. Mais c'est mon grand amour, en fait, cette personne, cette femme. Donc, il y a une grande liberté de mouvement, c'est vrai. Mais il y a aussi, et mon moteur, c'était ça, je suis trahie, en fait. Donc c'est un amour déçu. Elle la retrouvera plus tard dans d'autres circonstances. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire et Régis m'a confié beaucoup de responsabilités. En même temps, c'est des plans qui sont très excitants parce qu'il y a tellement de contraintes techniques pour la caméra, pour le son, pour le chant, pour tout ce qui se passe, avec les deux gamins qui comprennent rien à rien et qui font jamais 3 fois la même chose. Et en même temps, c'est très jouissif, quoi. C'est jubilatoire, parce que le cactus, faut pas le prendre à n'importe quel moment, et la réplique, faut la balancer quand il faut. Et quand vous avez des répliques comme ça, enfin, c'est extraordinaire. C'est pas beau d'être si beau quand on n'a pas de beauté. Vous voyez? Bon, c'est... Voilà. Donc les contraintes vous galvanisent. Ça me galvanise, oui, parce que en fait, je vais inscrire ma propre liberté à l'intérieur de ça. Donc je vais pas la trouver tout de suite. On va beaucoup répéter. Et moi, j'aime beaucoup répéter. Ça, c'est ce qui vient du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de cinéma qui n'aiment pas. Moi, j'adore ça. Parce qu'au fond, c'est à l'intérieur de ces répétitions qu'on va inventer sa propre liberté. Et que
le chef opérateur, François Catonnet, grand chef opérateur, avec toute son équipe, va lui aussi inventer sa propre liberté de mouvement pour qu'on ait cette grâce absolue de la caméra qui va et qui vient, quoi. Ah ben, puisque nous parlions ou direction d'acteur ou même sens du mouvement qui est à la fois, enfin en tout cas au théâtre et au cinéma, ben, on va parler d'un film qui a été réalisé par votre maître absolu au théâtre. Donc on va parler de Patrice Chéreau et de la Reine Margot, et on va vous voir arriver avec une dague. Que direz-vous à Dieu? Que direz-vous à Dieu? Que vous avez aussi achevé les blessés? Que vous avez percé le cœur d'une femme catholique pour achever les blessés? Je suis catholique et j'ai moi-même un couteau. Et je vous l'enfonce dans le cœur si vous ne sortez pas immédiatement. Vous sortez tout de suite! Allez! Sortez! Sortez! Allez, on s'en va. Hey! D'où vient ce sang? Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Va-t'en. Va-t'en toi aussi. Il n'y a pas de honte. Moi aussi, le danger, c'est comme l'orage. Ça me donne envie. Montre-le-moi. Henriette, renvoie ces hommes d'ici. Pour l'amour de Dieu. Tu parles de l'amour de Dieu quand tu as envie d'un homme? Tu es comme tes frères et comme ta mère, qui parlent du Christ et des saints lorsqu'ils ordonnent la tuerie. Ils n'ont rien ordonné. Je t'interdis de parler de ma famille, de juger ma famille. Waouh! Toute gorge déployée. Oui, vous avez vu, hein? Alors, c'est fou parce qu'on parlait de Catherine Deneuve. Alors, voilà Isabelle Adjani. Oui. Donc, confrontation absolument folle. Ah oui. On a l'impression, là, dans cette séquence, c'est quasiment un concours d'intensité. Alors, ceux qui adorent Isabelle Adjani, fermez les oreilles, mais je trouve que c'est vous qui gagnez, Dominique. Mais bon, non. Alors, comment pour vous, Chéreau, c'est celui qui vous a dirigé quasiment, enfin vraiment dès la première pièce importante. Comment se passe la collaboration au cinéma? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que forcément, sur un plateau de cinéma, tant de gens, tant de choses à gérer, tant d'énergie, est-ce que c'est différent? Comment se passe le travail? Alors avec Patrice, il y aura toujours, avant chaque tournage, en tout cas les deux que j'ai fait avec lui, il y a toujours une première semaine de lecture. Donc on est à table, tous, et là ça faisait du monde, à la fois les comédiens et les techniciens, en tout cas le premier jour. Et lui, il va parler beaucoup pour dire ce dont il a envie. Donc il va nous parler de Francis Bacon, il va nous parler d'Édouard Marleau, il va nous parler de surtout ne pas faire un film historique, mais surtout faire un film de passion, de sang et de mort. Voilà. Donc quand on fait des essais costumes et qu'on s'amuse à prendre des pauses, il nous dit c'est exactement ce que je ne veux pas. Donc on comprend dès le départ qu'il y a enfin comme toujours avec lui d'ailleurs, une très grande exigence au niveau du rendu. La semaine de lecture va se passer de la façon suivante. Il va convoquer les catholiques et puis ensuite il va convoquer les protestants. Il va convoquer par couple. Donc moi je vais être convoquée par exemple avec Isabelle avec Vincent Pérez et moi avec le comédien italien qui joue Coconas. Alors ce sont des lectures où Patrice nous demande de pas lire de façon plate, mais de lire de façon engagée, pas forcément la première fois, mais assez vite. Il nous demande qu'on se regarde dans les yeux, qu'on joue la scène, même assis, qu'on ait déjà cet aperçu de violence, de chaos et d'enfer, finalement. Alors ça, moi j'aime énormément ces séances à la table parce qu'il explique beaucoup, mais il rêve. En fait, il rêve à voix haute avec nous, et ça c'est totalement merveilleux.
Et puis ensuite, le tournage va arriver. Alors, c'est très long, les films en costume. Le tournage a dû durer 5 à 6 mois, je pense. Un peu comme Indochine. Je ne sais pas si ces choses, si ces films seraient possibles aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas. Mais il y a déjà toute l'étape des costumes, bien évidemment. Il y a l'étape des perruques, des maquillages, de tout ça. Donc, on commence finalement à construire le personnage à travers toutes ces étapes. Parce que quand Kuno Schlegelmilch propose une perruque rousse, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un choix extraordinaire. C'est déjà quelqu'un qui ne ressemble à personne, quelque part. Donc, c'est très important. Les costumes sont faits par une personne qui est une très grande costumière de théâtre qui s'appelle Moidele Bickel, qui est costumière de la Schaubühne. Et elle a fait des dessins fantastiques. Et Claude Berry, le producteur, veut absolument que la figuration soit habillée, par exemple, en vêtements de location. Ce que Patrice ne veut pas, et Moidele non plus. Donc elle va faire, pour toutes les courtisanes qui sont autour d'Isabelle Adjani, elle va faire des costumes qui seront, des créations qui seront faites sur mesure pour toutes les jeunes femmes qui entourent Isabelle avant le mariage, par exemple, ou... Bon, après, la Saint-Barthélemy, évidemment, c'est autre chose. Mais surtout, je crois que sa façon de diriger, c'est ça, c'est cet engagement à la fois physique, psychologique et entier, faire et refaire jusqu'à ce qu'on obtienne des deux côtés la bonne note. Et pour ça, il faut citer aussi le chef opérateur Philippe Rousselot, qui avait l'air de rien, qui doit avoir je ne sais pas combien d'Oscars. Alors lui, sur le plateau, il était extraordinaire parce qu'on avait le sentiment qu'il jouait avec un Game Boy, un petit truc comme ça. Il était toujours les mains dans les poches, puis regardait ces petites choses. Puis quand vous voyez le film, les lumières de ce film, c'est extraordinaire, c'est de la peinture en fait. C'est vraiment incroyable. C'est un film qu'il faut retrouver sur grand écran et qui vous prend aux tripes et qui ne vieillira jamais. Et d'autant plus aux tripes avec tout ce qui peut se passer dans le monde actuellement. Chéreau, je pense que c'est quelqu'un qui était... moi, j'ai envie d'en parler au présent parce que c'est quelqu'un qui est toujours avec moi, en fait. Je pense que démarrer avec lui, ça a été une chance phénoménale. Au théâtre comme au cinéma, je pense que c'était un travailleur hors norme. Je pense qu'il n'y a que ça qui l'intéressait. Il aimait aussi beaucoup faire la fête, mais ce qu'il aimait énormément, c'était chercher. Et puis ne jamais s'arrêter à quelque chose de facile, mais toujours aller creuser plus loin, plus loin, plus loin, avec une concentration qui était extrêmement impressionnante. À partir du moment où le moteur était parti, je veux dire, il vibrait. Il vibrait et... il jouait avec nous, enfin, il était chacun de nous. C'est encore plus frappant sur ceux qui même prendront le train. Le premier jour de tournage de Margot, je le raconte toujours parce que c'est fabuleux. Quand il a pris la direction des Amandiers et de Nanterre, il avait ce rêve totalement fou d'avoir un théâtre, une école de comédiens et un studio derrière. C'est-à-dire qu'il voulait un complexe théâtral et cinématographique qui n'existait pas au monde, qui n'avait jamais existé, puisqu'à Berlin, il y avait des studios, bien sûr, mais il n'y avait pas de théâtre. La Schaubühne, il y a des plateaux, mais il n'y a pas de cinéma. Et donc, le seul film qui a été tourné à Nanterre, c'est La Reine Margot. C'est les premiers jours de La Reine Margot. Il a mis 5 années à pouvoir tourner ce film parce qu'il a connu les pires trahisons, les pires galères, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il n'a jamais lâché. Et le premier plan du film, donc le premier jour, là ce que vous avez vu c'est le second jour, mais le premier jour c'était un petit plan très court avec Isabelle et moi, et ensuite Isabelle avait une très grande scène avec Miguel Bosé, et moi j'avais de nouveau des choses à jouer en fin de journée. Donc au début je pense que c'était une façon que l'équipe technique et l'équipe artistique, s'harmonisent sur une petite chose se mettent en place, voilà, et s'échauffent sur une chose assez technique, où je devais dire un mot, Isabelle me répondait, quoi. Mais je peux vous dire que dans le décor de Richard Peduzzi, dans les studios de Nanterre, il faut pas que je pleure, quand Patrice Chéreau a crié pour la première fois de sa vie à l'aube de ce premier film, quand il a crié « Moteur !», tous les murs tremblaient. Parce qu'il y avait tellement de désir dans ce moteur, il y avait tellement de rêves, il y avait tellement d'envie.
C'était impressionnant. Et j'étais la première à rentrer dans le champ et à passer devant la caméra. J'avais envie de faire... Non, mais vraiment, quoi, parce qu'il avait fait preuve de tellement de pugnacité, vous voyez, pour arriver à ça. Et là encore, dans ce film, citons les auteurs. Il y avait Daniel Thompson, il y avait Pierre Trivédic. Citons les auteurs parce que sans eux, nous, on n'est rien, et qu'en plus, c'est un film historique, mais il est tellement contemporain. Je veux dire, rien ne vieillit jamais, aucune réplique, aucune... Quand on les voit toutes les deux se disputer à un homme qui sera Vincent Pérez par la suite, totalement ensanglanté, je veux dire, c'est une scène violente, terrible, cruelle, quoi. C'est un affrontement. Et là, pour moi, c'était mon deuxième jour de tournage. Alors juste... mais pour finir, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Après, on passe au, mon Dieu, on passe au reste. Oui, en plus, vous avez. Pardon. Non, parce qu'en plus, on a cité Pierre Trivédic, donc ça va arriver aussi la collaboration avec Pierre Trivédic. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand vous jouez ce personnage, il y a un mélange complètement. Enfin, c'est impossible à démêler entre quelque chose de très tragique et quelque chose qui est même à la limite de la farce. C'est-à-dire, vous avez un côté comme ça, très rieur, sarcastique, ce rire à la fin. Enfin, donc c'est très, très comédie et tragédie, hein, très liées, quoi. Oui, Patrice avait une immense admiration pour Shakespeare. Et pour moi, Henriette de Nevers, elle vient de là. Hein. Oui, oui. Elle vient de Shakespeare et elle vient de Marlowe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de monstruosité, une haine, une méchanceté. C'est le sang qui l'a fait jouir, disons les choses. Et c'était formidable de se voir confier ce personnage-là. Vraiment, c'était très très fort. Alors, on va passer à un personnage, enfin, j'allais dire plus à bas bruit, mais ça dépend. C'est ce personnage qui vous a fait avoir le César de la meilleure actrice. Jusque-là, vous aviez eu des Césars du second rôle toutes les 5 minutes. Hein. On n'a pas pensé à les dire, mais c'est vrai. Mais là, enfin, c'est le César de la meilleure actrice pour un rôle absolument exceptionnel et qui est un peu quand même une exception dans l'histoire des Césars, parce qu'il faut être honnête, hélas, ce film, donc Stand By, n'avait pas été beaucoup vu. Non. N'avait pas beaucoup marché en salle, et c'est un euphémisme. Et vous avez eu le César comme qui badine pour un film que personne n'avait vu. Donc c'est à quel point les seuls qui l'avaient vu, c'était beaucoup battu. C'était beaucoup battu. C'était beaucoup battu, à raison, pour que vous ayez le César. Donc la scène un peu inaugurale de la rupture dans Stand By. Il en part plus. Moi je pars. Toi tu restes. Ça je reste. Ils se sont trompés dans les réservations. Oh oh. Dis-moi ce qui se passe. Hélène, j'ai décidé de partir sans toi. Je pars sans toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est le moment, qu'il faut qu'on se quitte. Je comprends pas là. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que ça fait des mois que j'ai envie de te le dire et puis que j'y arrive pas. Voilà. Il faut qu'on se quitte, Hélène. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi. C'est pas possible. T'as pas décidé ça comme ça. Il y a quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Tu mens. Il y a quelqu'un d'autre. Non, je te dis, c'est pas ça. J'ai simplement besoin d'être seul pour me retrouver, tu vois, pour avancer. Tu comprends? Il faut que je change de vie, moi. Mais ça va changer, c'est pour ça qu'on part, non? Non, mais tu comprends pas, je dois changer complètement de vie. Alors toi et moi, c'est fini, d'accord? C'est fini. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement fou. Je suis pas fou, j'en ai simplement marre qu'on soit l'un sur l'autre. Marre de me faire dorloter par toi. Ça fait 5 ans que je dors. Je m'endors avec toi. Tu me freines. Je t'aime. Eh ben justement, tu m'aimes trop et puis moi pas assez. T'as pas le droit de dire ça.
Excuse-moi. T'as bien préparé ton coup. Pas du tout, ça m'a paru évident l'enregistrement, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien, moi. Mais justement, tu vas pouvoir te prendre en charge. Tu vas travailler, hein? Tu vas travailler. Ça va te faire du bien. Comme ça, tu vas pouvoir t'assumer. T'as toujours compté sur moi, bordel de merde. Puis en attendant, t'as qu'à aller dormir chez Isabelle. Oh merde, ma frère! Rends-moi mon billet. Pour que tu me suives sûrement pas, non? Mais rends-moi mon billet! Arrête! Reste tranquille. Monsieur Gérard Barra, passager du vol Air Argentina 660 à destination de Buenos Aires, priez de se présenter au S32 pour un rassemblement immédiat. Monsieur Gérard Barra, Mr. Gérard Barra, passenger on Air Argentina 660 Excuse-moi, to Buenos Aires. Je suis désolé, c'est tout ce que je fais. 32 for immediate boarding. Mr. Gérard Barra. Gérard! C'est le nouveau boulot qui te fait peur. Non. Après une année de chômage, c'est normal. Assieds-toi. Assieds-toi, on va se calmer. On a besoin de se retrouver. On va passer du temps Non, mais ensemble. non, on n'a pas besoin, on a besoin de rien. Je peux te laisser un peu seule et te rejoindre un peu plus tard si tu veux. Mais tu comprends pas que je t'aime plus, merde. On n'a plus rien à faire ensemble. Tout ce qu'on avait fait ensemble, on l'a fait. Après ce gamin que t'as même pas été foutu. Mais t'en voulais pas de ce môme! T'en voulais pas! Tant que t'avais pas réussi! C'est que t'as vu! Lâche! S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va boire un coup. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais ce que je trouve bouleversant, c'est que pendant l'extrait, Dominique, vous regardez les extraits avec une intensité incroyable, mais qui n'est pas du tout narcissique. Vous ne vous regardez pas en train de jouer, on a l'impression que là, vous êtes bouleversé par Hélène. En fait, vous êtes bouleversé par cette femme-là sur l'écran. Il s'avère que c'est vous qui l'incarnez, mais j'ai l'impression que cette femme vous bouleverse. Oui, c'est la scène qui est bouleversante, en fait. C'est l'abandon. C'est une scène d'abandon. On a passé une nuit entière à tourner cette chose-là avec Patrick Catalifo et celui que vous avez reconnu évidemment à la fin de la séquence, le très grand Rushdie Zem, qui était tout petit. Enfin, je veux dire qui débutait. Non, mais c'est très fort parce que là encore, au niveau du texte et puis au niveau de la mise en scène, Roch Stefánik, qui n'a plus jamais fait de cinéma après ça, ce qui est incompréhensible, mais dirigeait merveilleusement bien les acteurs. Et puis, avec Patrick, il y avait une confiance absolue. On se connaissait, on avait déjà joué au théâtre ensemble. Donc, c'était, je veux dire, il pouvait se passer n'importe quoi, il pouvait inventer n'importe quoi, je le suivais et inversement. Ce qui est quand même très rare. C'est rare. Au cinéma, parfois, il y a des partenaires qui veulent pas certaines choses ou certaines positions ou agir avec un certain... Là, c'était une totale liberté, en fait. Il y avait des figurants qui sont restés toute la nuit à Orly. On a tourné ça pendant 2 mois. On a passé toutes les nuits à Orly. Et donc, ces figurants ne comprenaient pas pourquoi on recommençait. Mais ça a été là aussi le début du tournage. Et c'est très agréable de savoir qu'on joue avec quelqu'un où on peut tout faire. Et tout peut arriver. Parce que Roch était à la caméra aussi. Enfin, il y avait un chef opérateur et un caméraman, mais Roch était à l'affût de toutes les trouvailles qu'on pouvait avoir, Patrick et moi, évidemment. Et tout ce qui se passait l'inspirait encore plus pour que la scène soit encore plus violente. Parce qu'il vous laissait donc improviser, enfin, il vous laissait créer tous les deux. Oui. Il y a eu combien de prises Il y en a eu énormément, ça, je ne peux pas, mais je sais pas, mais au moins, enfin, de chaque angle en plus. Oui. Hein. À chaque fois, c'était bien une bonne vingtaine, ouais. D'accord. On a fini à 7h du matin, on était totalement exsangue, mais on a tout, enfin, on est allé dans toutes les zones, quoi.
Parfois il y avait des larmes, parfois il n'y en avait pas. On avait décidé que de toute façon on ne se brutaliserait pas, c'est-à-dire qu'on ne se ferait pas du mal, et ça a été le cas. Parce qu'en fait, quand on a totalement confiance, on peut tout à fait jouer la violence et tout à fait la figurer, sans que le partenaire soit blessé ou que soi-même on se fasse mal, évidemment. Mais c'était une scène d'abandon où les deux partenaires, enfin c'était comme un match de boxe finalement. Les deux partenaires s'affrontaient, mais avec une confiance et une estime réciproque. Donc là, on avance vite. On travaille vite, mais on va loin. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans le travail, on va très loin. Alors justement, vous parlez de notion d'abandon, d'aller loin. De toute façon, on le voit quand on voit cet extrait, mais ça peut marcher avec la plupart des extraits qu'on voit de vous au cinéma et évidemment au théâtre. Cette chose d'aller très loin comme ça, enfin d'être vraiment dans un verre, c'est vraiment le bord du précipice. Là, on a l'impression que, enfin, vous perdez dans le rôle. Oui. C'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est en même temps quelque chose qui est un peu dangereux, qui finit par faire peur. Enfin, comment vous appréhendez ça? J'en ai besoin parce que c'est dangereux. J'en ai besoin parce que c'est inconnu. J'en ai besoin parce que c'est ce qui va c'est là où je vais pouvoir chercher et inventer encore plus et encore plus loin, au risque de se perdre, puisque la perdition a eu lieu après Phèdre. Après Phèdre, donc c'est vrai que quand on va trop loin, on s'y perd. Et c'est ce qui est arrivé avec Phèdre, oui, où j'ai vraiment cru que je sais pas comment dire, je ne reviendrai pas, je sais pas comment dire. Mais j'aime ça. Simplement, je pense que l'expérience de l'hôpital après Phèdre fait que maintenant je crois que je sais me protéger. Je n'en suis pas sûre, mais je le crois. Et quand j'entre dans des zones rouges, je fais attention maintenant. Oui. Oui. Parce que vraiment, là, on sent que la zone, elle est... Ah ben, elle est fragile, oui. Elle est fragile. Enfin, en tout cas, dans ce genre d'extrait, on a l'impression que vous êtes, enfin, même attiré là. Enfin, il y a un jeu de nuances et qui sont folles. Enfin, bon. Ben je crois que c'est ce qu'aimait aussi Chéreau quand on travaillait tous les deux, c'est qu'il y a des zones comme ça où tout d'un coup l'être humain se perd. Ça nous arrive dans la vie, pas tous les jours, mais bien sûr que ça nous arrive. Et cette espèce de déséquilibre et ce vertige absolument incroyable où on va dans des zones qu'on ne connaît même pas soi-même et qu'on découvre en compagnie du metteur en scène. Pour moi, c'est vraiment l'essence de ce métier. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui fait que je l'aime toujours de façon totalement, comment on peut dire, passionnelle, passionnée, passionnante. Ce qui, pour mon entourage proche, n'est pas forcément une partie de plaisir. Mais alors, se perdre, même se dédoubler, hein, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais non, pas du tout. on va évidemment parler de l'autre. Ah oui. Alors l'autre, ce film incroyable. Alors où vous avez eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, hein. Bien sûr. Voilà, parce qu'il faut, il nous manque un petit prix d'interprétation à Cannes et on est bon. Hein. Oui, on va faire ça l'année prochaine. Voilà, s'il vous plaît, Dominique. Merci. Donc l'autre, alors ça c'est tous, enfin. Ça trimballe en plus toute l'imagerie du cinéma. C'est-à-dire, il y a l'étrangeté, oui. il y a la jalousie, il y a le côté Hitchcockien de la femme double. Enfin, il y a tout là. Enfin, quand vous recevez un scénario pareil, oui. Est-ce que là vous vous frottez les mains en disant oui, bien. Ah oui, évidemment, je me frotte les mains. En fait, j'ai été... Pierre Trividic avait bossé donc avec sur le scénario de la Reine Margot, de toute façon. Et sur ceux qui même prendront le train.
Et ils m'avaient approché tous les deux, Pierre Trividic et Patrick Mariot-Bernard, pour une probable fiction qui ne s'est jamais faite sur Victor Hugo et Arte. Enfin bon, finalement un projet qui n'a pas abouti. Mais j'avais aimé beaucoup déjà Le couple de garçons et j'avais aimé énormément Dancing, qui était leur premier film, qui est un film que je vous recommande de partout. De toute façon, je vous recommande tous leurs films. Ah oui. Ils sont totalement à part dans le cinéma français. C'est des grands poètes, c'est des grands cinéastes qui ne sont pas aimés à la hauteur de leur talent, de mon point de vue, franchement. Mais voilà, donc ils viennent me voir puisqu'on a envie de travailler ensemble avec le tout petit livre d'Annie Ernaux qui s'appelle L'Occupation. Voilà, l'occupation n'étant pas une période historique, mais étant le sentiment de la jalousie. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu ce livre, mais c'est un livre absolument remarquable. C'est aussi ma rencontre avec Annie Ernaux, enfin oui. C'est comme ça tout qui se mêle avec le producteur Patrick Sobelman. Et quand le scénario arrive, oui, moi ça me fait l'effet d'un ovni. Et en même temps, je sais dès le début que c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait. Ça, c'est évident. Cette femme va être totalement occupée, envahie, je ne sais pas comment on peut dire, par le sentiment de la jalousie. Je veux rencontrer Annie Ernaux, donc je la rencontre. Je lui dis, mais comment vous... c'est totalement autobiographique, comme une partie de son œuvre. Je lui dis comment vous en êtes-vous sorti de ce sentiment qu'on connaît tous, qui est même pas un sentiment d'ailleurs, qui est plus une pulsion physique, mais je dirais presque une pulsion animale, puisqu'on le voit chez les animaux aussi, bien évidemment, ce sentiment-là. Et elle m'a dit, en fait, je suis parvenue à m'en affranchir avec l'écriture. C'est l'écriture de ce livre qui a fait qu'elle a pu prendre la distance et sortir de ce sentiment d'envahissement. Alors évidemment, le film aurait pu s'appeler L'Occupation avec un O majuscule, mais je pense que les gens auraient toujours pensé à la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont décidé de l'appeler L'Autre avec un A majuscule, qui est un choix que je trouve très, très judicieux et très poétique. Oui. Et alors, vous allez voir, hein, donc vous dites que vous aviez jamais vraiment... et c'est vrai que même... Enfin, physiquement, vous êtes une autre femme. Ah oui. Dans, donc, ce film, L'Autre. Je suis blonde. Tu sais, je ne suis pas sûre qu'Alex viendra. Je suis même plutôt sûre qu'il ne viendra pas. Il boude. Non. On est séparés, figure-toi. Arrête. Mais oui, voilà. Allons, bon, mais c'est fait ou c'est en cours? C'est en cours. C'est fait et c'est en cours. On devrait arrêter de se voir, non? Je pense qu'on devrait arrêter complètement. Pourquoi? Parce que je te prends ton temps. Faut que tu sois disponible si tu veux rencontrer quelqu'un. Mais je veux pas rencontrer quelqu'un. Mais si, bien sûr que si. Bah si, tu vas rencontrer quelqu'un. Faut bien. De toute façon, vu mon genre de femme... C'est quoi ton genre de femme? Tu sais très bien. Une femme comme moi. Mais c'est quel genre, ça? Ça donne quoi? Une femme jeune? Une femme vieille? Une femme belle? Une femme laide? Une femme avec des gros yeux? Tu vois parfaitement quel genre je dis. Non, je vois pas. Mais tu sais, je suis pas un genre compliqué à trouver, hein. Je suis une femme vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis partie, Alex. C'est vraiment fini. C'est mieux. Je reviendrai pas. Je voudrais pas que tu sois en train d'attendre pour rien. Alors,
J'ai dit que pour ce film, vous aviez eu donc le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Vous aviez eu donc précédemment un César pour Stand By. Je voudrais quand même vous dire, enfin, vous demander, c'est peut-être, c'est un peu neuneux comme question, mais ça fait quoi les récompenses? Parce que vous êtes quand même, je pense, l'une des comédiennes françaises les plus récompensées. Entre le théâtre et le cinéma, vraiment, mais vous avez des statuettes partout. Pour quelqu'un qui a loupé le conservatoire 14 fois, qui s'est dit qu'elle n'y arriverait jamais, etc. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose quand même de la consécration quand on reçoit une statuette? Consécration, non. Franchement, non. Mais fierté, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, parce qu'après avoir raté quand même tant de rendez-vous, d'auditions, de gens qui veulent vous prendre et puis qui, au dernier moment, choisissent une autre, enfin, toutes les histoires qu'on connaît tout le temps de la vie, quoi. Oui, oui, il y a une immense fierté. Et puis, je pense, j'ai aussi une énorme gratitude pour tous ceux qui ont cru en moi dès le début. Parce qu'il fallait le faire quand même. Et bon, évidemment, je pense à Florent, je pense à Pierre Roman, je pense à Patrice. Bon, mais lui, c'est vraiment le compagnon de route qui sera là jusqu'au bout. Et puis des gens comme Piccoli, des gens comme Louis Malle, Régis Varnier. Enfin, je pourrais en citer énormément. J'ai beaucoup de gratitude envers ceux qui m'ont fait confiance. Voilà. Mais je peux me permettre de vous interrompre, Dominique. Oui. Vous dites qu'ils m'ont fait confiance. Il fallait le faire quand même. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de enfin, pourquoi vous dites il fallait le faire? Comme si c'était vraiment alors étrange qu'on vous fasse confiance. Hein. Oui. Non, mais je sais pas. Non, c'est une grande fierté, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je peux dire? Que maintenant, je pense que il faut donner des récompenses à tous ceux qui arrivent. Que maintenant, c'est moi qui vais les remettre. Non, c'est fabuleux. C'est une immense joie. Je les oublie régulièrement. Et puis régulièrement, je me dis « Ah oui, mais en fait, je me rappelle... » Et ça me fait très plaisir. Et alors, le point commun de toutes ces récompenses, par exemple le César et le prix d'interprétation à Venise, c'est que ce sont vraiment pour 2 films d'auteur. Oui. Et on s'aperçoit, là, si je regarde dans ce magnifique livre que vous allez acheter immédiatement... quand je regarde, c'est vraiment fou parce que ça... alors Patrice Chéreau évidemment, mais Claire Dever, Michel Piccoli, Bertrand Bonello. Oui, Bertrand Bonello. Lucas Bellevaux, mais Jeanne Labrune dans une comédie délicieuse qui s'appelait C'est le bouquet. Ah oui. Emmanuel Bourdieu. Ce cinéaste qui est pas assez, à mon avis, reconnu, pour qui vous avez joué 2 fois, je crois, Philippe Ramos. Oui, tout à fait. Et après, évidemment, on passe à Patrick Mario Bernard, Pierre Trividic. Donc, il y a chez vous aussi une prédilection pour un cinéma d'auteur singulier. Oui, mais j'aime bien la rareté, j'aime bien ce qui fait rêver, donc c'est vrai que je pense que les films commerciaux, si vous voulez, entre guillemets, ne me sont pas proposés, il faut dire les choses comme elles sont, mais quand les gens viennent me voir, c'est vrai qu'il y a une singularité qui, moi, me réjouit. Voilà. J'aime aller dans des univers qui sont effectivement tout à fait inconnus, avec des personnages que je n'aurais pas imaginés, inventés. Et quand vous recevez une récompense, c'est aussi, au théâtre comme au cinéma, c'est aussi toute la profession qui vous fait un signe. Et ça, c'est très important. C'est des signes qui, pour moi, sont très importants parce qu'au début, il a fallu quand même vraiment plus que se cramponner, si je peux dire. J'ai failli arrêter plus d'une fois. Et c'est ce que je raconte toujours aux apprentis comédiens, comédiennes qui veulent faire ce métier, particulièrement les filles, parce qu'il n'y a pas forcément plus de rôles de femmes aujourd'hui, et je ne pense pas que les choses soient plus simples aujourd'hui, mais quand tout d'un coup la profession vous envoie le signe que là vraiment il y a quelque chose à part, c'est un formidable signe d'encouragement. Et c'est quelque chose qui m'a touchée toujours beaucoup.
énormément. Je dois dire aussi que alors, pardon, mais je vais avoir une parenthèse personnelle. Je vis aussi avec un individu qui est tellement rare et tellement magnifique. Moi, ça fait 39 ans maintenant. Il aurait dû partir, il aurait dû s'enfuir, mais il ne l'a pas fait. Il est fou, il est fou. Mais voilà, je n'aurais pas pu le faire toute seule, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que c'est un métier qui est très violent. Et là, pardon, mais je ne ris plus, très violent parce que la férocité, la brutalité, la cruauté sont omniprésents, quand même, dans les choix, dans les trahisons, voilà. Et je vais finir, enfin non, je vais pas finir, mais je vais vous citer une anecdote qui est très jolie. On m'avait demandé de parler d'un film. Hein. Alors, comme Agnieszka Holland a été invitée là au début, je finis ma digression assez vite. Je vais vous parler du film Rimbaud-Verlaine. Vous l'avez vu ou pas? Voyez-le. C'est avec Leonardo DiCaprio. Je joue la sœur de Rimbaud, Isabelle, et puis Verlaine est jouée par un immense acteur anglais que vous connaissez certainement qui s'appelle David Toulis. Ça devait être, comment il s'appelle bon, on s'en fout. C'est donc David Toulis, et c'est un film magnifique qui a été fait avec 3 sous, c'était avant le Titanic, et Agnieszka a eu une très grande honnêteté. Je la connaissais d'avant, elle m'a téléphoné du montage. Et elle m'a dit, Dominique, je t'appelle, et j'ai prévenu aussi Romane Boringer, qui faisait la femme de Verlaine, parce que j'ai dû couper. Et comme c'est une histoire d'amour entre 2 garçons, j'ai dû couper les femmes, j'en suis désolée, mais je te le dis, ne sois pas surprise. Et quand j'ai vu le film, je n'ai pas été surprise. Mais une honnêteté pareille, c'est rarissime. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous dit les choses, c'est très très rare. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je rêverais de retravailler. Mais c'est un univers, oui, voilà, c'est. Et l'univers du cinéma est plus cruel, plus impitoyable que celui du théâtre, d'après vous? Oui, il l'est plus pour des raisons tout à fait idiotes, mais évidentes, qui sont des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il faut faire du chiffre, il faut faire de l'argent, il faut bien évidemment, ça peut être un art, mais c'est avant tout une industrie, le cinéma, on est bien d'accord. Donc il faut que l'argent rentre, il faut que les films marchent. Maintenant, tout le monde donne son avis dans toute la chaîne du film, et c'est normal, probablement que... Enfin, les distributeurs, vous voyez ce que je veux dire, enfin, tout ça, quoi. Donc ça rentre en jeu, pour dire les choses de façon très... évidente, je ne suis pas bankable, comme on dit. Donc, les gens qui viennent vers moi ont vraiment envie et ils ont du courage. Non, ils ont de la chance. Voilà. Mais je n'ai pas dit le dernier mot. Et justement, dans L'origine du mal, voilà, avec Sébastien Marnier, nous avons eu affaire à une productrice qui a du courage et un réalisateur qui a de l'audace. Et je trouve que tous les rôles dans ce film sont extrêmement bien écrits. Et dans le personnage que j'incarne, il y a une folie, une exubérance et une dinguerie, mais géniale, quoi, vraiment géniale, qui, moi, m'a réjoui beaucoup. Alors, on va voir donc l'extrait de L'origine du mal. Attention, voilà Dominique Blanc en Bette Davis. Bonjour Stéphane. Bonjour madame. Agnès, tu peux nous apporter à boire? Mais restez pas plantés là comme ça. Asseyez-vous près de moi. D'accord. Le ver céladon et le léopard, c'est mieux coordonné. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes heureuse d'avoir retrouvé Serge? Ah oui. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est assez
émouvant pour moi. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Non, j'ai beau vous regarder, vous devez surtout avoir hérité de votre mère. Non? Vous lui ressemblez? Oui. Oui, oui. Je lui ressemble même beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres. Serge, mais où est-ce que tu es? Il vous fait venir à l'improviste et puis il disparaît. C'est gonflé quand même. Agnès! Agnès! Qu'est-ce que tu fais? Stéphane a soif. Non, 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 ça va, hein, merci. En tout cas, vous avez une maison très très belle, hein. Et vous aussi, je vous trouve... N'en faites pas trop. Je vous le dis, je n'ai rien contre vous, j'ai même plutôt de la sympathie. Tout ça, c'est de la faute de mon mari. En tout cas, moi, je lui en veux pas. On peut faire des erreurs. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça que... Tu sais où est Georges? Non, je ne sais pas. Sur le chantier, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer une garce? Mais j'adore. Je n'aime que ça. Oh ben non, mais c'est des personnages tellement délicieux où on peut se défouler complètement de sa méchanceté naturelle, de tous nos travers que nous cachons sous de grands sourires. Non, c'est jubilatoire est le mot, vraiment, jubilatoire. Et puis le fait de faire rire, c'est très important aussi parce que, bon, évidemment, avec Phèdre et d'autres films, il y a une tendance à vous... Oui. Hein, voilà, à vous enfermer un peu dans le tragique, le douloureux, la souffrance, etc. Alors que non, mais le faire rire, c'est aussi extraordinaire, bien évidemment. C'est quand même potentiellement de vos regrets de ne pas avoir fait suffisamment de comédie, enfin même au théâtre, de ne pas avoir suffisamment fait rire. Un regret. En fait, j'ai pas tellement de regrets, je vais vous dire. Je pense que c'est pas mon caractère déjà. Et puis je pense que c'est à venir. Vous voyez, c'est-à-dire que j'espère beaucoup que après avoir vu ce film, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices chercheront mon 06. J'espère ne pas attendre trop longtemps non plus. Mais non, mais je pense que les gens ont dû croire que j'étais une fille tragique dans la vie aussi, peut-être. Donc ils m'imaginaient plutôt comme ça, en fait. C'est toujours l'imaginaire. Enfin, moi, j'ai choisi ce métier parce qu'en fait, je voulais tout jouer. Je m'imaginais que je pouvais tout jouer, la gamine de 5 ans comme la vieille de 90. Et je l'ai un peu fait dans l'Allée du Roi, d'ailleurs. Mais oui. C'était vraiment cette étendue-là dont j'avais envie. Et ne jamais, justement, être enfermée dedans. Alors, le fait de faire cinéma, télévision, théâtre, ça m'a permis, justement, d'aller voir un peu ailleurs, dès que ça avait tendance à se refermer ou à se replier. Mais voilà, tout reste à faire, vraiment. Et dans ce film, enfin, tous les gens qui ont écrit sur ce film, alors on vous a comparé à Bette Davis, à Barbara Stanwyck. Enfin, il y a vraiment un jeu avec la beauté hollywoodienne. Avec ça, c'est quelque chose qui vous a amusé aussi? Beaucoup, beaucoup. Les costumes m'ont amusé énormément parce qu'ils étaient tout à fait improbables, parce qu'il y a une fantaisie qu'on voit quand même rarement dans le cinéma français. Et puis je m'étais mis des ongles très longs, ce que Sébastien n'avait pas tout à fait compris. Et puis, elle fume tout le temps. Et puis, la perruque. Enfin, toutes ces idées-là pour créer cette figure post-hollywoodienne, mais finalement un peu... qui est touchante aussi. Ça raconte aussi une grande solitude du personnage sur la Côte d'Azur. Oui. Mais en même temps, il y a une dinguerie folle puisque elle collectionne absolument tout et pas que les animaux empaillés. Hein. Et pas que les animaux empaillés. Et quand on rentre dans sa chambre, vous verrez, c'est aussi très très jubilatoire. Mais pour ça, il faut de l'invention. Il faut que
les scénaristes, les réalisateurs, les actrices, pareil, cette idée-là. Il y en a un qui m'a fait très plaisir il n'y a pas longtemps, c'est Christophe Honoré, parce que je pensais pas du tout, enfin moi j'aimais beaucoup ces univers, mais je voyais pas beaucoup de femmes de mon âge quand même dans ces films, il y en a pas d'ailleurs. Donc quand on a fait Guermantes avec la Comédie Française, il m'a donné un personnage qui est aussi très drôle et ça m'a beaucoup plu. Et puis quand on a fait du côté de Guermantes à la Comédie Française, c'est-à-dire au théâtre, il m'a donné le personnage de cette vieille aristocrate qui est totalement has-been et passée de mode, puisqu'il n'y a plus personne qui vient dans son salon, donc elle est vraiment foutue, la pauvre. Mais c'est pareil, c'est un personnage très touchant, mais ma grande fierté, c'était que je faisais rire, et j'adorais ça. Avec Laurent Lafitte, on s'est beaucoup amusé. Je vais me vanter, je l'ai vu. Ah oui. C'était bien. C'est vrai qu'elle faisait beaucoup rire. Mais justement, est-ce que vous dites que vous n'êtes pas du genre comme ça, ni à décrocher un téléphone, ni à rêver d'autres choses. Vous préférez que des gens vous rêvent dans certains rôles. Mais est-ce qu'il y a quand même un rôle ou un style de rôle, un style de femme que vous aimeriez incarner? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous dites, ah, quand même, celle-là, vraiment, un personnage féminin ou un style de féminité qui vous manque, qui manque à votre répertoire? Bon. Alors, par exemple, j'ai tourné avec Arnaud Desplechin, Angels in America, je rêverais de retourner avec lui, il le sait, je lui ai dit. Ah, donc maintenant j'attends. Et Christophe Honoré, évidemment aussi. Un personnage. Oui, il faudrait que ce soit... ce que j'aimerais bien faire, c'est que ce soit l'histoire d'une vengeance, avec un personnage implacable. Pourquoi je vais vous dire ça? Il y a un film japonais que j'adore, qui s'appelle, essayez de le voir, qui est un film très puissant, qui s'appelle Vengeance d'un acteur. Je vous raconte pas le scénario, mais il est extraordinaire. Ça se passe dans le milieu des acteurs de kabuki. Donc là aussi, il n'y a que des hommes. Enfin, oui. Peut-être une jeune femme, mais vraiment très vite en passant. Mais alors, longtemps, je me suis dit, je pourrais faire une adaptation, en fait, de ce film-là. Et puis, j'ai oublié. Mais maintenant que vous m'en parlez, oui, ça serait drôle à faire, oui, oui. Un film très, très noir, par exemple. Avec une vengeance à accomplir, mais un truc terrible. Mais est-ce que ce serait une actrice de théâtre qui se venge? Alors, écoutez... Bon, dans ma vie, j'ai quand même connu des grands moments. Par exemple, au Festival Lumière, la première année du Festival Lumière, je suis invitée parce que je suis lyonnaise et que Thierry Frémaux est vraiment un homme adorable. Et c'est l'année de l'arrivée de Clint Eastwood dans le Festival Lumière. Mais c'est un festival qui démarre, donc tout est un petit peu bordélique, maladroit, etc. Mais c'est tellement charmant. Et puis il y a cette star absolument incroyable avec des bodyguards partout et tout ça. Donc il y a une fête, une projection. Et puis on se retrouve dans un petit restaurant lyonnais, parce que ça a été un peu... bizarrement goupillé. Alors on arrive un peu en avance comme ça avec Laurent Gérard, et puis Thierry nous dit bon, vous vous asseyez là. Alors je dis ah bon, d'accord, ok, je m'assieds là, et puis mon voisin de gauche arrive, c'est Clint. Mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai tout mon anglais qui s'en va. Je ne sais plus du tout parler anglais, je le regarde, je souris bêtement, mais tellement bêtement. Et en face de moi, il y a Cécile de France, très à l'aise, et Marthe Keller, très à l'aise. Donc je me dis, bon, écoute, reprends-toi quand même. En plus, t'es lyonnaise, enfin, tu vois, il faut quand même avoir de la fierté. Alors je le regarde, il va tourner le lundi, c'est samedi soir, il dîne, il a bon appétit. Et en plus, on a décidé de lui faire goûter la cave du restaurant, et il aime ça visiblement, donc il goûte beaucoup les vins et tout ça. Et puis moi, à ce moment-là, donc c'est il y a longtemps, hein, mais peut-être qu'il faut que je revienne à mes rêves, j'avais envie de réaliser. Mais un long métrage. Enfin, j'ai fait un court et un documentaire. Et je me dis, allez, je lui pose la question, je lui dis, mais comment ça s'est passé quand vous avez vu In English, hein
comment ça s'est passé quand vous étiez comédien et puis que tout d'un coup vous avez eu envie de réaliser. Alors il me regarde, bon déjà je suis morte. Et puis il me dit, well, you know. Je ne vais pas vous l'imiter parce qu'il est inimitable évidemment. Mais il me dit, en fait, il y a une chose dans la vie qui se passe, la vie des comédiens, c'est que les comédiens tournent beaucoup plus de films que les réalisateurs. Donc ils savent très bien où mettre la caméra. Ils savent très bien faire des travelling. Ils savent très bien faire tout ça. Confiance, il faut faire votre film. Ah bon. Oh, alors là, vraiment, j'étais très impressionnée. Est-ce que je peux venir sur votre tournage? Well, yes, no problem, etc., etc. Alors bon, j'arrive sur le tournage, mais c'est impressionnant, un tournage de film américain. C'est très impressionnant. C'était Place de la Madeleine, une espèce d'énorme château. C'est son film avec Cécile de France qu'il a tourné en partie à Paris, oui. Exactement. Non, c'est très impressionnant. Et donc, je n'ai pas son 06, mais j'ai évidemment toute sa bénédiction pour réaliser un film, et peut-être le ferai-je un jour. Mais ça fait partie des rêves. Il faut avoir des rêves, non? C'est important. Jusqu'au bout, il faut avoir des rêves. Oui, et là, ça fait un bout de temps que Clint l'a demandé, donc il faudrait un peu... Il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Bon, je pense que c'est l'heure, on va pouvoir s'arrêter sur ça. Dominique Blanc va appeler Clint Eastwood et elle va réaliser son premier long métrage, après que vous l'ayez évidemment applaudi à tout rompre.